De Dakar à Paris, en passant par Madrid, Milan, Cotonou, Bamako, Hamadoun Ben Aya ne compte vraiment plus les vols pour prêcher la bonne parole digitale. Entre conférences, séminaires, formations, ce très jeune Sénégalais a su convaincre par ses compétences sur le terrain, une véritable expertise que nous allons challenger dans cette interview que nous lui consacrons dans le cadre des Covitech. Bonjour Hamadoun Ben Aya. Bonjour Ousmane, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'échanger avec l'écosystème. Je vois que vous êtes très, très jeune, hein, même si votre photo trahit en quelque sorte votre âge. D'abord, une première question pendant qu'on parle de santé. Quelles sont vos recettes? Comment faites-vous pour vous maintenir et vous maintenir, disons, si bien dans la jeunesse? Alors, pour se maintenir professionnellement, déjà, il faut Mhm, dire que il faut toujours se mettre à jour. Il faut mhm, toujours se mettre à jour par rapport aux différents domaines dans lesquels on évolue. mhm, Et surtout, être conscient de ses faiblesses et mhm, aussi être conscient de ses atouts. mhm, Parce que lorsqu'on est jeune, on a tendance à être très challengé par les clients que l'on a en face. mhm, Et il faut être pragmatique, il faut être objectif sur ce que l'on sait faire et ce mhm, que l'on ne sait pas faire mhm. et bien délimiter les périmètres d'intervention. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est ce qui fait que les clients ont confiance en moi, car Mhm. je n'essaie jamais d'intervenir ou de vendre une expertise que je n'ai pas. Jeune Sénégalais, disais-je tout à l'heure, très jeune même, 28 ans seulement, et à voir vos clients, on a l'impression que vous avez presque toujours été là, Veolia, Orange Business Service, NJ, Maison d'édition Lefebvre Sarru, BNP Paribas, Allianz France, Thales, GRDF, Suez France, gouvernement du Bénin. Rapidement, on voit toutes ces performances et pourtant, vous êtes très jeune pour revenir là-dessus. C'est quoi votre secret? Bon, après, je dirais qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste un parcours classique de consultant. Oui. Donc, lorsque, après les études, on rejoint les cabinets de consulting, notamment les gros cabinets de consulting, on a tendance à nous envoyer de client à client. Donc, ce qui fait que j'ai eu une grosse diversité de missions, des missions courtes comme des missions longues. Voilà, autant dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'énergie, du transport, des maisons d'édition, et aujourd'hui dans le secteur public qu'on aura à développer plus tard. Tout à fait. Vous êtes spécialisé, Hamadoun Ben Aya, dans l'architecture d'entreprise et la gouvernance de la donnée. On entend souvent parler de l'architecte logiciel, de l'architecte réseau, mais pourquoi parle-t-on d'architecte entreprise? Alors, c'est une très bonne question. Oui. C'est vrai que c'est un terme que l'on n'entend pas souvent, architecte d'entreprise. Donc, pour anecdote, quand je dis aux gens que je suis architecte d'entreprise, ils pensent que je construis des maisons. Voilà, que je fais des grandes maisons. Euh, Mais moi-même, c'est ce que j'aurais cru, hein. voilà, après, c'est pas plus mal, parce que Mhm, lorsqu'on regarde un peu dans le domaine des systèmes d'information, il y a beaucoup de termes qui viennent du monde du bâtiment. Voilà, lorsqu'on mhm, parle de maîtrise d'ouvrage, MOA, ça vient du bâtiment. Lorsqu'on parle de maîtrise d'œuvre, ça vient du bâtiment. tout à De fait. la même façon que lorsqu'on parle d'architecture, ça vient du bâtiment. Donc, pour faire l'analogie, moi, j'aime bien quand les gens pensent que je construis une maison parce que je conçois un système d'information Oui. comme une maison. Mhm, Donc, pour comprendre ce que c'est que l'architecture d'entreprise, il faut d'abord savoir c'est quoi un système d'information. Donc, lorsqu'on parle de système d'information, les gens ne pensent à des applications, d'autres pensent juste à de l'infrastructure, des machines, des ordinateurs, mais c'est beaucoup plus large que ça. oui. Donc, pourquoi l'analogie avec un bâtiment ou une maison? Lorsque aujourd'hui un entrepreneur va commencer de construire une maison, il Mhm, va commencer par la fondation. oui. En fonction aujourd'hui du nombre d'étages que l'on veut, il va dimensionner la fondation. Tout à Donc fait. aujourd'hui, lorsqu'on conçoit un système d'information, on va commencer par la couche infrastructure. Donc la couche infrastructure, c'est-à-dire tout ce qui va venir accueillir les applications et les données, c'est ce qui correspond à la fondation dans le bâtiment. Donc, une fois que cette couche infra est bien dimensionnée, on va y installer des applications et elle va héberger des données. D'accord. Dans le bâtiment, une fois qu'on a la fondation, on va construire les piliers, les murs.
Oui. Donc, les piliers dans les systèmes d'information, ce sont les applications et les données que l'on va installer sur la couche d'infra. Et dans le bâtiment, une fois qu'on a les piliers, ensuite, il reste le toit de la maison. Et dans les systèmes d'information, une fois qu'on a les piliers, qui sont les applications et les données, elles vont être là pour supporter un business. Donc, Oui. le business dans les systèmes d'information va être la quatrième partie. Donc, tout ce qui est business, data, les données, applications et infra, c'est ce qu'on appelle un système d'information et c'est ce qui fait une entreprise en réalité. C'est un Donc, système, la en fait. personne, C'est un système. c'est un système global. Donc, la Oui. personne qui est là en tour de contrôle et qui va s'occuper de vérifier que tout est cohérent, de Oui. vérifier que le système peut supporter le business, de vérifier que la stratégie IT est capable d'accompagner les axes de développement stratégique de l'entreprise, on appelle un architecte d'entreprise. Et tout cela, Voilà. vous l'avez appris très rapidement, comme ça, c'est étonnant. Bon, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Oui. Il y a donc deux écoles. Donc, il y a la première école qui pense que pour être architecte d'entreprise, il faut 20 ans d'expérience. Donc, Oui. aujourd'hui, lorsque vous allez sur Google, vous tapez architecte d'entreprise, sur 100% des fiches de poste, vous verrez 20 ans, 15 ans d'expérience. Il y a une nouvelle école, et je fais partie de cette école-là, qui pense qu'un architecte d'entreprise, ce n'est pas le nombre d'années d'expérience, C'est la mais compétence, voilà, c'est la compétence, c'est l'expertise. une démarche qu'il faut apprendre, Mhm. c'est le fait d'avoir la tête bien faite Mhm. et de savoir aborder un projet en prenant en compte l'entreprise dans sa globalité. En tout cas, c'est un très beau métier. Merci de cette contagion, de ce partage autour de ce métier. Quels sont les prérequis d'ailleurs? Il faut avoir quels prérequis pour faire un métier comme celui-là, l'architecte d'entreprise? Alors, l'architecte d'entreprise, en termes de prérequis, c'est très large. Donc, il y a des personnes qui sont devenues architectes d'entreprise après avoir eu un passé très technique. Mhm. Donc, ils ont commencé en tant qu'ingénieur réseau ou développeur logiciel, etc. Donc, ces personnes-là, en faisant beaucoup de projets, ont pu avoir une vision globale du SI et sont montées sur l'architecture d'entreprise. D'autres ont eu un passé qui est plus orienté sur la gestion de la donnée. Comme moi, j'ai commencé dans tout ce qui est business intelligence, la Mhm. data, Mhm. avant de monter sur l'architecture d'entreprise. Mhm. Et d'autres sont architectes d'entreprise après un parcours très fonctionnel. Donc, tout ce qui est maîtrise d'ouvrage ou gestion de projet, avoir fait beaucoup de projets pour développer certaines capacités de prise de recul pour devenir architecte d'entreprise. Donc, il n'y a pas un parcours fixe qui mène à ce métier-là, mais une bonne expérience, une vision globale, comme je l'ai dit tantôt, une tête bien faite, permettent d'aborder facilement ce métier. Oui, on peut partager un peu avec vous, hein, Ben, avant de poursuivre un peu le point sur lequel vous étiez tout à l'heure. C'est important que vous nous parliez un peu de votre parcours. Je l'ai dit, machallah, comme on dit au Sénégal, vous êtes très jeune. Le parcours, rapidement, je sais au moins une chose, que vous n'êtes pas malien. Le Hamadoun ne fait pas de vous non plus un Saoudien. Vous êtes bien parti de Liberté 6 à Dakar pour après l'Hexagone. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Effectivement, j'ai fait tout mon cursus scolaire à Dakar, du jardin à la terminale au collège Salja, Oui. où j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai rejoint une école qui s'appelle l'ESIGELEC, qui a ouvert une filiale dans le collège Sacré-Cœur, qui a un programme de classe préparatoire en maths, physique, sciences de l'ingénieur pendant 2 ans. Donc, j'ai donc fait les classes préparatoires et ensuite, je suis allé en France pour me spécialiser sur les systèmes d'information. Donc, sur le plan scolaire, voici un peu mon parcours. Sur le plan professionnel, donc déjà étudiant, j'ai commencé à travailler. À partir du Master 1, j'étais alternant ingénieur BI chez Veolia, puis ingénieur intégration de données chez Capgemini, avant de faire mon stage chez CGI Business Consulting. Et c'est là que j'ai découvert l'architecture. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon parcours. J'ai bossé chez Accenture, qui est ma dernière grosse entreprise, Oui. avant aujourd'hui de me lancer en freelance et d'attaquer le marché africain. Et pourquoi être justement, pourquoi être, avoir choisi d'être un indépendant? Est-ce que ça permet, comme le dit le nom, d'être plus indépendant? Effectivement, ça permet d'être plus indépendant parce que à un certain moment, j'ai commencé à vouloir avoir un pied en Afrique et un pied en Europe. Oui. Donc, chaque 3 mois, je partais au Sénégal pour donner des conférences, donner des formations.
Et lorsqu'on est en contrat avec un gros cabinet, on est très vite contractuellement limité. Voilà, donc notamment sur les congés, notamment sur le partage d'informations, on est très limité. Donc, à un certain moment, je me suis dit, je pense que j'ai aujourd'hui professionnellement la capacité et les épaules pour aller attaquer moi-même mes clients, développer mon portefeuille de clients, trouver des missions, délivrer. Ça sert à rien que je continue de me bloquer comme ça dans les gros cabinets. Et c'est comme ça que je me suis lancé en freelance, qui me permet aujourd'hui de gérer mon temps, de gérer mes missions et de pouvoir faire des voyages en cas de nécessité. Oui, des voyages dans quel pays, par exemple? C'est vrai que j'ai démarré tout à l'heure par citer certaines grandes capitales qui vous sont chères, mais je sais bien sûr que vos missions à l'étranger, elles ne se résument pas à ces simples pays. Parlez-nous un peu de ce que vous faites au quotidien, des pays que vous visitez au fur et à mesure. Alors, pour l'instant, bon, à part les pays limitrophes de la France où je suis un peu allé, je vais plus me concentrer sur mes voyages en Afrique, notamment au Sénégal et au Ghana. Donc, j'ai eu à faire, surtout l'année dernière, beaucoup de déplacements au Sénégal, où j'ai essayé de faire de l'évangélisation sur l'architecture d'entreprise au niveau des, au niveau des entreprises, autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Oui. Donc, je suis allé faire un workshop à l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, Mhm. avec les équipes de M. Omar Mar, que je salue. Omar Dans le Mar, secteur qui est le DSI de l'ADE. Exactement. Donc, nous étions rentrés en contact et il a été très, très ouvert et m'a permis de rencontrer toutes ses équipes sur une demi-journée pour faire un workshop sur l'architecture d'entreprise. Je suis allé à la SGBS du Sénégal pour faire un workshop aussi sur l'architecture d'entreprise. Donner une conférence sur la transformation digitale aux étudiants de l'ESMT, Oui, oui, notamment. oui, 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 justement, c'est ce que je partage d'ailleurs avec ceux qui nous font le plaisir et l'amitié de nous suivre. La transformation digitale, les enjeux de la data et des technologies émergentes pour les entreprises modernes. On ne vous demande pas, bien sûr, dans cette vidéo de refaire ce séminaire, cette formation Hamadoun Ben Aya, mais c'est important de revenir un peu sur un thème comme celui-là, je le rappelle, les enjeux de la data et des TIC émergentes pour des entreprises modernes. C'est ça. Alors, c'est un thème auquel j'ai pensé de bout Mhm. en bout pour pouvoir faire un retour d'expérience aux étudiants. Donc, je rappelle que l'ESMT fait partie aussi des écoles qui m'ont formé. Donc, les 2 années de classe préparatoire, c'est en partenariat avec l'ESMT. Oui. Donc, en un moment, j'ai voulu vraiment faire l'effort de faire quelque chose pour mon école. Donc, j'en ai profité pour voir le programme. Donc, je vois qu'ils ont vraiment fait un effort pour avoir des modules sur la transformation digitale. Donc, du coup, j'en ai profité pour aller voir les étudiants, notamment en Master 1, Master 2, qui commencent à se poser des questions sur les métiers qu'ils doivent avoir, les métiers qu'ils doivent faire, les types de postes qu'ils doivent pouvoir occuper, et notamment les technologies émergentes sur lesquelles ils peuvent se positionner pour être attractifs sur le marché. Donc, j'en ai profité un peu pour rappeler c'était quoi la transformation digitale, en tout cas, Oui. ma vision, c'est quoi Oui. la transformation digitale, quels sont les différents types de transformation qui existent, comment est-ce qu'on doit se transformer et quels sont les métiers qui en découlent. C'était vraiment autour de ça qu'on a eu des discussions avec les étudiants. Oui, soit dit au passant, c'est important qu'on fasse cette précision. Ça doit être d'autant plus évident que moi-même, qui le rappelle, je ne suis pas bien sûr un spécialiste, pas même un faux spécialiste. Mais souvent, quand on parle de transformation digitale, certains ont tendance à penser qu'il faut qu'une entreprise soit présente sur Internet, avoir des réseaux sociaux. Mais bien évidemment, la transformation digitale, ce n'est pas ça ou bien ce n'est pas que ça. Alors, on a l'impression que c'est ça parce qu'il y a beaucoup, bon, je m'excuse du terme, mais il y a beaucoup de faux prêcheurs sur la toile Mhm. qui ont la casquette d'experts en transformation digitale, qui font des conférences. Et lorsqu'on regarde un peu leur profil, c'est plus des experts en communication digitale Mhm. ou des experts en marketing digital. Certes, ça fait partie de la transformation digitale, mais ce n'est pas que ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation digitale, il y a plusieurs axes. Déjà, il faut comprendre pourquoi les entreprises se transforment. Donc, une entreprise se transforme pour accroître ses performances économiques.
Donc, pour pouvoir gagner plus d'argent, augmenter son chiffre d'affaires. Oui. Une entreprise se transforme pour réduire ses coûts. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de cloudification, une entreprise fait une étude qui prouve qu'en allant dans le cloud, au bout de 5 ans, il va commencer à économiser sur les coûts d'infra. Ou bien une entreprise se transforme surtout pour pouvoir s'adapter aux nouveaux comportements de ses clients. Donc ça, ce sont les trois vecteurs qui font qu'aujourd'hui, les entreprises se transforment. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment faire pour avoir cette vision-là? Oui. Il faut savoir qu'une entreprise, c'est un ensemble de capacités. Donc une capacité, c'est quoi? C'est un potentiel d'action, c'est un potentiel d'action produit par un ensemble de moyens. Oui. Exemple, Amazon a la capacité de pouvoir livrer, de faire une livraison d'un livre à tes clients. Donc ça, c'est une capacité d'Amazon. Donc lorsqu'une entreprise se transforme, il n'y a que trois cas. Oui. Soit on crée une capacité qui n'existe pas. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une boutique, je vends des chaussures ou des habits. Une nouvelle capacité, je veux permettre à mes clients de pouvoir acheter en ligne. Donc ça, c'est une nouvelle capacité que l'on a créée. Soit on va supprimer des capacités défaillantes. Donc aujourd'hui, j'ai une boutique physique, j'ai une boutique en ligne, mais je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans, personne n'achète en ligne. Donc ça, c'est une capacité qu'il faut supprimer. Oui. Excusez-moi. Ou bien, on va améliorer une capacité qui est existante. C'est-à-dire, j'ai une boutique qui est existante, physique, j'ai une boutique en ligne, mais cette boutique ne fait que du multicanal. C'est-à-dire, on peut regarder les produits sur le PC, on peut regarder les produits sur son application mobile, mais je veux faire du cross-canal. C'est-à-dire, je veux permettre à un client de commencer à acheter sur le PC, de Oui. faire son panier sur le mobile et d'aller payer sur place en physique. Donc, ça, c'est une amélioration de capacité. Donc, une entreprise, soit elle crée de nouvelles capacités, soit elle enlève les capacités qui ne servent à rien, soit elle modifie les capacités existantes. C'est ce qui fait que les entreprises aujourd'hui veulent se transformer. Donc, du coup, concrètement, moi, lorsque j'analyse ces trois aspects, pour Oui. moi, une transformation digitale, c'est en trois parties. Donc, c'est en trois parties. C'est une transformation culturelle d'abord. Donc, c'est vraiment le mindset. Donc, c'est le mindset, comment introduire une culture d'entreprise. Donc, on va avoir une entreprise qui va être tournée autour du digital. On va avoir une entreprise qui va délivrer vite et bien. On va avoir une entreprise qui va favoriser l'épanouissement du client interne, c'est-à-dire des employés. Donc, faire l'effort d'avoir une culture d'entreprise qui va se baser sur des valeurs qui vont être partagées par tout le monde. Oui. Pour permettre à tout le monde d'être dans de bonnes conditions pour travailler. Donc ça, c'est une transformation culturelle qu'il faut faire. D'abord. C'est un préalable, en fait. C'est un préalable. Au niveau du top management, au niveau du middle management et au niveau des opérations. Après cette transformation culturelle, on va avoir une transformation organisationnelle. Donc là, on va être sur la manière de travailler. C'est dans cette partie qu'on va parler d'agilité, des méthodes d'agilité, que ce soit l'agilité à l'échelle pour les grosses entreprises ou l'agilité au niveau projet pour pouvoir délivrer vite et bien les produits digitaux. Donc ça, c'est une transformation organisationnelle avec des coachs agiles qui vont venir et aider les différents les employés à pouvoir se réorganiser autour des valeurs de l'agile, autour des principes des méthodes agiles. Et ensuite, on va avoir la transformation du SI. Et c'est dans la transformation du SI qu'on va avoir les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle, comme la blockchain, comme les big data analytics, comme les RPA, les robotic process automation, etc., etc. Donc, la transformation culturelle, la transformation organisationnelle et la transformation du SI à E3, c'est ce que j'appelle, moi, la transformation digitale. Digitale. Oui, c'est important qu'on s'y attarde un peu, très cher Hamadoun Ben Aya, parce que ce qu'on constate souvent, c'est qu'au Sénégal particulièrement, je ne le dis pas pour dire du mal, mais c'est important également que l'on parle un peu de nos soucis parfois pour mieux avancer. C'est très compliqué d'amener les gens à se transformer digitalement. Quelqu'un comme vous, rompu à la tâche, un grand connaisseur de la transformation digitale, si vous arrivez dans une entreprise qui est franchement arrimée au siècle dernier pour taquiner un peu, alors quel est le message qu'il faut faire passer pour que l'entreprise accepte de se transformer digitalement?
Alors, le message qu'il faut faire passer. Donc, ce que je dis, ça n'engage que moi, c'est un peu ma vision. On comprend. Pourquoi les entreprises aujourd'hui ont du mal à mettre en œuvre le projet de transfert digital en Afrique ou au Sénégal en particulier? C'est parce qu'on a voulu aller trop vite. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs niveaux de transformation. Il y a plusieurs types de transformation. Je vais reprendre une phrase que M. Mohamed Oumeng, le CEO de Grant Thornton, avait dit donc, Oui, lors d'une émission avec toi, je pense. oui, oui. Il avait dit, Et dans 30 je me ans, souviens de cette phrase, mais j'arrive pas à la répéter parce qu'après, la phrase, je l'ai tellement aimée que je lui ai rappelé après. exactement. Donc, ça, c'est une phrase que j'ai intégrée et qu'aujourd'hui, je partage avec tous mes clients. Mhm. Dans transformation digitale, on a deux mots. On a transformation et on a digital. Et le mot le plus important des deux, c'est pas digital, c'est transformation. Tout à fait. Il avait dit d'ailleurs d'une si belle manière. On lui fait un clin d'œil à travers cette vidéo, Mohamed Beng de GT Technologies. C'est ça. Donc, il a parfaitement raison. Donc, les entreprises, en réalité, elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire. Donc, ce que j'ai dit au début, pourquoi les entreprises se transforment? Beaucoup d'entreprises veulent faire des projets de transformation digitale sans avoir de véritable objectif. Tout à Est-ce fait. qu'ils veulent se transformer pour gagner de l'argent? Est-ce qu'ils veulent se transformer pour automatiser? Est-ce qu'ils veulent se transformer pour s'adapter au comportement des clients? Est-ce qu'ils veulent se transformer pour réduire les coûts? Donc, cet assessment-là, cette évaluation de la justification fonctionnelle de la transformation digitale n'est pas faite, en tout cas, n'est pas bien faite au niveau des entreprises. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les entreprises qui ont réussi à faire cet assessment n'ont pas en interne les compétences adéquates pour pouvoir réussir les projets de transformation délivrés et ne mettent pas assez les moyens pour aller chercher les compétences externes qui peuvent les accompagner vers ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce sont les deux soucis majeurs qui font que les entreprises n'arrivent pas à véritablement mettre en œuvre, en tout cas de façon optimale, le projet de transformation digitale en Afrique et au Sénégal en particulier. On en revient, Hamadoun, on en revient à notre gouvernance de la donnée. Concrètement, cela consiste en quoi, concrètement? Alors, la gouvernance de la donnée, la data governance, Oui, est un domaine du data management en général. Donc, il y a ce qu'on appelle le data management. Donc, dans le data management, on va avoir tout ce qui est sécurité des données. Donc, sécurité des données, c'est le premier domaine. oui. Donc, politique de données, les standards, les standards de sécurité, les politiques de sécurité, les sécurités sur les échanges, sur tel ou tel environnement, il faut anonymiser, il ne faut pas anonymiser, il faut crypter, il ne faut pas crypter, etc. Donc, ça, c'est la data security qui est un des premiers éléments Oui. du data management. Ensuite, on va avoir le stockage des données. Donc, comment sont stockées nos données dans l'entreprise, où elles sont stockées, quels sont les patterns de stockage qui vont nous permettre de définir les différentes règles, pendant combien de temps on va stocker telle ou telle donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle le domaine du data storage, donc tout ce qui est stockage des données. C'est Oui. un deuxième domaine à part entière. Ensuite, on va avoir les métadonnées, la description des métadonnées, les métadatas. Donc, les métadatas permettent de construire un référentiel qui donne des informations sur le patrimoine informationnel de l'entreprise. Ensuite, on va avoir le DQM, tout ce qui est Data Quality Management. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les données qui circulent dans notre SI sont de bonne qualité, voilà, avec la notion de fraîcheur, etc. Puis, on va avoir un sixième domaine qui va être l'interopérabilité des données, intégration et interopérabilité. Comment est-ce que mes informations vont transiter dans mon système d'information? Comment est-ce que les informations vont transiter avec les systèmes externes? Donc ça, c'est l'interopérabilité. On va avoir un septième domaine qui va être la modélisation des données. Donc la modélisation des données, les modèles conceptuels, les modèles logiques. Dans la BI, on va avoir tout ce qui est Cubolab, la modélisation multidimensionnelle, la modélisation en étoile, la modélisation flocon de neige, etc. Donc ça aussi, c'est un domaine à part entière. On a un huitième domaine qui va être la business intelligence. Donc business intelligence, c'est l'informatique décisionnelle. Comment est-ce qu'on va utiliser les informations en interne pour produire les bons tableaux de bord afin de prendre les bonnes informations, afin de prendre les bonnes décisions.
Donc ça, c'est du BI. On a un 10e domaine qui va être le Big Data. Waouh, encore un Le Big 10e. Data, voilà. Le Big Data, c'est quoi? Le Big Oui, Data, c'est aujourd'hui, on va aller prendre des données qui sont pas structurées, parce que sachant qu'aujourd'hui, on fonctionne avec des données structurées, oui, dont on connaît les attributs. Donc, dans le Big Data, on va essayer de grosses volumétries de données en temps réel avec des données non structurées. On doit pouvoir analyser des textes, des images, des audios. Donc, ça, c'est du Big Data. On va avoir un 11e domaine qui va être l'architecture des données. On va avoir un 12e domaine qui va être tout ce qui est référentiel de données. Donc, comment je vais concevoir des bases avec des données fiables dans l'entreprise. C'est-à-dire, demain, je suis dans une entreprise, j'ai besoin d'une information de ressources humaines sur Ousmane, dans oui. quelle base tous les systèmes doivent, ou dans quel système on va trouver la bonne information sur Ousmane, notamment son nom, prénom, date de naissance, adresse, et l'information de meilleure qualité, la plus fraîche et la plus accessible. C'est ce qu'on appelle les référentiels de données. Et enfin, on va avoir les MDM, Oui. Master Data Management. Les Master Data Management, c'est comment est-ce qu'on va gérer les données maîtresses. Par exemple, lorsqu'on va dans une banque, la Oui. notion de client, c'est une donnée qui est maîtresse, c'est une donnée centrale, qui est importante et qui est Oui. transversale, qu'on va retrouver dans les SIRH, qu'on va retrouver dans les SI commerciaux, qu'on va retrouver dans les SI de conformité. Comment est-ce qu'on s'assure que cette information est de bonne qualité et elle est identique dans tous les SI. C'est ce qu'on appelle le MDM. Et enfin, on va avoir le content management, c'est la gestion un peu des contenus. C'est la gestion du contenu du patrimoine informationnel. Donc, on a 12, 13 domaines comme ça autour du data management. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre c'est quoi la gouvernance. Donc, la gouvernance des données, c'est quoi? Oui. C'est l'ensemble des procédures et des organisations qui vont permettre d'encadrer la collecte des données jusqu'à leur utilisation. Donc, tous les 12 domaines 13 domaines que je viens de citer, il faut une gouvernance autour de tout ça qui va définir les politiques, qui va définir des standards autour de la donnée, qui va définir les métiers et qui va définir les responsabilités et les rôles. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu la data governance. Qu'on la quitte jamais finalement, la gouvernance des données. En quoi est-ce que ces métiers sont importants en Afrique et est-ce qu'ils sont d'ailleurs assez connus sur le continent? Alors, ces métiers ne sont malheureusement pas assez connus. Bon, après Parce cela, qu'ils sont émergents, ils viennent d'émerger ou c'est bon, ce parce que sont des. ils ne rencontrent pas un grand enthousiasme de l'intérêt en Afrique? Alors, il y a beaucoup de causes. Parce qu'effectivement, même en Europe, des profils de type ingénieur en data governance Sont rares. sont quand même rares. Parce que ce sont des métiers qui se sont imposés. Donc, ce ne sont pas des métiers qui sont venus tout doucement. Ce Mhm. sont des métiers qui se sont imposés d'un coup et qui se sont rendus indispensables. Donc, aujourd'hui, il y a cette dynamique qui est prise par les écoles et par les centres de formation pour créer un peu des formations, que ce soit des formations courtes ou des formations certifiantes, pour pouvoir avoir assez de professionnels pour pouvoir pallier à la pénurie de compétences. Oui. Donc, si ces compétences-là manquent en Europe, même dans les pays américains, c'est normal que ces compétences-là manquent un peu en Afrique. Mais je pense qu'en Afrique, on est encore dans une phase d'évangélisation. Moi, je le dis tout le temps. Mhm. On est dans une phase d'évangélisation où il faut aller voir les entreprises et surtout leur parler des risques à ne pas faire telle ou telle chose. Donc, une fois que nos dirigeants secteur privé ou public seront conscients un peu des risques qu'ils ont à ne pas se transformer, des risques qu'ils ont à ne pas bien gérer leurs données, des risques qu'ils ont à ne pas avoir des politiques de sécurité, là, ça va amener une dynamique générale. Et même au niveau des écoles, des centres de formation et des entreprises, on va avoir cette nouvelle vague de compétences qui vont émerger. Et pour moi, après, ça va couler de source. Je Mais vous rassure. effectivement, Oui, 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 oui. ces métiers ne sont pas encore bien connus en, en Afrique. Et c'est pour ça justement que voilà qu'on fait des conférences là-dessus et qu'on donne des formations même gratuites, que ce soit dans les écoles ou dans les entreprises, pour que les gens puissent connaître un peu ces métiers-là. Est-ce que le missionnaire Hamadoun j'allais dire Ben Touré, mais non, vous n'êtes pas le Hamadoun Touré, l'ancien secrétaire général de l'UIT, le Malien, mais Du vous êtes tout. bien Hamadoun Ben Aya.
est-ce que le missionnaire Hamadoun Ben Aya, qui multiplie les voyages en Afrique notamment, est-ce qu'il est compris, est-ce qu'il arrive à faire comprendre aux États, aux autorités en place qu'il faut aller vers cette gouvernance des données? Alors, sur ce plan, je suis assez satisfait parce que lorsqu'on voit les clients, et qu'on discute avec eux, en fait, ils sont conscients des soucis qu'ils ont. Donc, c'est-à-dire, ce qui est dangereux, c'est d'avoir un client qui n'est pas conscient des problèmes qu'il a en interne. Mais les clients aujourd'hui, ils sont conscients des problèmes qu'ils ont. Donc, en tout cas, c'est le regard que j'ai eu au Sénégal. Oui. Ils sont conscients des manques de compétences qu'ils ont en interne. Ils sont conscients qu'ils doivent se transformer. Ils sont conscients qu'il faut une bonne gestion des données. Ils comprennent, mais il y a toujours un blocage, c'est-à-dire les interlocuteurs qui doivent être bien sensibilisés, qui, je rappelle, doivent être les interlocuteurs du top management, pas forcément que les DSI, parce que les DSI, d'habitude, ils ont une vision, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais si derrière le top management ne suit pas, Oui. ça ne sert à rien. Je peux donner un exemple. Je suis allé dans une entreprise privée au Sénégal pour faire un workshop sur la transformation digitale. Oui. Je ne dirai pas le nom, mais bon, je sais qu'il va voir, qu'il va regarder la vidéo, il saura que je parle de lui. Donc, le DSI était là avec ses équipes. Le directeur général devait assister au workshop et il n'est pas venu. Alors, le DSI me dit que lorsqu'il lui a dit que le consultant est venu pour qu'on parle de transformation digitale, le directeur lui dit on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà une agence de communication digitale. Wow. Donc, dans la tête, même dans la tête du directeur, un directeur qui pense que transformation digitale égale communication digitale. La communication digitale ne va jamais investir pour aider sa DSI à se transformer. Donc, je reviens encore à cette notion d'évangélisation qu'il faut faire, plus au niveau top management et moins au niveau middle management, c'est-à-dire au niveau DSI, DAF. Il faut que les directions générales, vraiment les DG, les PDG et les PCA puissent être conscients des enjeux de la transformation digitale, que ce n'est pas seulement un terme, un buzzword, mais il faut qu'ils comprennent que s'ils ne se transforment pas, bientôt ils n'existeront plus. Nous allons rester d'ailleurs, Hamadoun Ben Aya, sur ces nouveaux métiers. La formation en Afrique, c'est important. Dernièrement, j'ai reçu, vous avez peut-être suivi ce numéro spécial dédié à l'enseignement supérieur avec les grandes autorités du secteur au Sénégal, l'ancien ministre Mary Teuw Niane, le PDG de Subdeco Dakar, le directeur des opérations de l'ISM, le directeur général de l'ESP, quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien, le directeur général de l'ESMT et d'autres acteurs. On a parlé dans cette émission, dans ce spécial numéro enseignement supérieur, des métiers, de l'offre de formation. Est-ce que dans nos écoles de formation, l'offre, le contenu, est-ce qu'il est assez adapté aujourd'hui aux nouvelles réalités du monde? Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Les programmes de formation aujourd'hui de nos écoles ne sont pas à jour. Je vais citer les grandes écoles. Oui. Bon, je ne vais pas citer, mais on les connaît, les écoles qui forment des ingénieurs en informatique. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs problèmes. Donc, le premier problème, c'est que nos programmes ne sont pas à jour. Nos programmes ne sont pas à jour, c'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes programmes dans toutes les écoles. Un diplôme Bac plus 5, spécialisation système réseau, spécialisation développement logiciel, spécialisation gestion de projet. C'est pas plus mal. Lorsqu'on rentre au niveau système et réseau, on voit encore qu'on est sur des systèmes classiques, c'est-à-dire le programme il est identique au programme d'il y a 10 ans ou au programme d'il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, les étudiants ne sont pas bien formés sur le cloud, les étudiants ne sont pas bien formés sur le DevOps. Sur le plan de la gestion de projet, les étudiants ne savent pas c'est quoi l'agilité, c'est quoi les méthodes agiles. Sur le plan du digital, sur les nouveaux domaines, sur le big data, sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, on n'a pas aujourd'hui des écoles qui sont capables de former des étudiants par rapport à ces technologies-là. Mais là, je suis juste sur le niveau purement technique. Oui. Donc ça, c'est le premier souci. Ensuite, on a un niveau contenu de formation même, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de système d'information, on ne parle pas seulement de développeurs.
On ne parle pas seulement d'ingénieurs système, d'ingénieurs réseau. On parle aussi d'ingénieurs qui sont capables de faire des schémas directeurs, c'est-à-dire de modéliser l'évolution d'un système d'information sur 2 ans ou sur 3 ans. Oui. Les étudiants font leur cursus jusqu'en Bac+5, n'entendent pas parler de ça. C'est quoi un plan d'évolution du SI? Oui. La gestion économique d'un système d'information. Tout ce qui est due diligence, c'est-à-dire une entreprise qui rachète une autre entreprise, comment est-ce qu'on fait pour fusionner les deux SI? La rationalisation des coûts. Même l'audit SI dont on parle, en réalité, tu peux avoir une école, je pense que c'est César qui a un module sur l'audit des systèmes d'information, mais il n'y a pas vraiment une école qui va former des auditeurs en SI qui sont assez capés pour aller attaquer tous ces métiers-là. Donc, les étudiants aujourd'hui, jusqu'en Master 2, n'ont pas une bonne connaissance de c'est quoi un système d'information et de tous les métiers qui peuvent en découler. Ils ont une vision très minimaliste, développeur, ingénieur réseau, alors que les métiers aujourd'hui dans les systèmes d'information, tout de suite, je peux en citer 30 ou 40. Donc, on a tous ces soucis-là aujourd'hui et pour moi, il doit y avoir une revue des programmes, en tout cas, au niveau système d'information, dans les écoles privées et même au niveau universitaire. Donc, on a des compétences aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans la diaspora et qui sont même au Sénégal, qui connaissent ces contraintes-là, qui connaissent tous ces enjeux, qui peuvent aider les écoles à créer de nouveaux programmes qui vont être adaptés aujourd'hui aux besoins du marché. Donc, moi, aujourd'hui, je suis architecte d'entreprise. Oui. Il n'y a aucune école au Sénégal qui a un module en architecture d'entreprise. Et pourtant, on en a besoin parce que tout le temps, je reçois des appels des entreprises qui veulent que je vienne les voir pour faire un assessment ou pour discuter. Il n'y en a pas, dans tout le Sénégal, il n'y en a pas. Et c'est le même problème que l'on a en Afrique en général. Donc, il y a beaucoup de domaines de ce type dans lesquels il y a des pénuries. On a assez d'étudiants. Nos étudiants, ils sortent. Beaucoup sont au chômage. Et pourtant, on voit qu'il y a beaucoup de besoins dans le système d'information. Ça veut dire que l'offre de formation n'est pas alignée aux besoins aujourd'hui du marché. Donc, pour moi, il y a un effort à faire avec les directeurs. Donc, j'invite tous les directeurs que vous avez cités, les directeurs des autres écoles, de contacter des gens qui sont aujourd'hui consultants ou qui sont intéressés par la formation, qui ont des programmes. Vous êtes un indépendant après de belles années passées en Europe dans de grandes entreprises. Vous êtes maintenant de retour en Afrique. Ben, est-ce que dans votre tête, l'idée, l'objectif, c'est carrément de revenir vous installer sur le continent et d'aller vers le reste du monde en partant de l'Afrique? Est-ce que c'est un point de vue à partir de l'Afrique désormais? Exactement. Donc, le niveau freelance indépendant, c'est un peu une première étape. Oui. Une première étape pour avoir des références, pour avoir aujourd'hui des références en Afrique, des références de gros projets. L'objectif à très court terme là, c'est d'ouvrir un cabinet de consulting, un vrai cabinet de consulting qui va faire du vrai consulting à tous les niveaux, autant sur de la stratégie IT, autant sur de l'accompagnement en maîtrise d'ouvrage, autant sur de l'accompagnement technique et sur la formation. Un vrai cabinet de consulting qui va venir concurrencer les entreprises, si je peux dire, européennes qui sont implantées en Afrique, parce qu'en réalité, ces entreprises-là, elles gagnent les appels d'offres, mais elles se basent sur des compétences en local, elles vont chercher des consultants en local. Donc, de la sous-traitance. Exactement, de la sous-traitance. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de créer un cabinet qui a des standards internationaux, dans les standards internationaux, mais un vrai cabinet de consulting qui va adresser tous ces sujets-là et effectivement pouvoir avoir une vision et attaquer les marchés européens et américains. Je vois que je vois que vous ne manquez pas de vision, vous ne manquez pas d'ambition. Le Ben, dans 30 ans, le Ben des 30 ans à venir, il va être comment? Ça va être un gros géant qui prend tous les marchés. Ça va être quelqu'un de tellement écouté qu'après, il est rassuré avec sa conscience. Ça va être comment le Ben des années à venir? Alors, le Ben, dans 10 ans, je peux dire, vision.
de ce que tu viens de dénoncer. Mais le Ben, dans 30 ans, il sera au village avec un champ, il va faire de l'agriculture, il va faire de l'élevage de moutons, il va Mais faire... pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? parce, parce que c'est, à part les systèmes d'information, ça, ce sont les passions que j'ai. Donc, tout ce qui est secteur primaire, donc agriculture, élevage de moutons avec les bergeries. Donc, ce sont des activités que je fais déjà. Mhm. Et je me vois, en tout cas, dans 30 ans, où je vais être dans la soixantaine, ne pas vraiment être là à faire des missions, plus, plus m'adonner à ces activités-là. Mais mon objectif au bout de mon objectif moyen terme, 10-15 ans, c'est vraiment avoir un très gros cabinet de consulting en partenariat, bien sûr, avec d'autres consultants et être une référence, créer le nouveau Accenture, Deloitte ou Price en Afrique. On va revenir à votre pays très très cher, le Bénin. Je vous l'avais promis parce que dans Covitech, nous tenons toujours nos promesses. Le Bénin, vous y êtes, vous nous l'avez dit depuis 2 mois au moins, même en plein Ramadan. Actuellement, vous le voyez comment le pays par rapport au reste de l'Afrique. Mais comme je suis au Sénégal et que vous êtes au Bénin, alors le Bénin, comparé au Sénégal, ça donne quoi au final? Alors, le Bénin comparé au Sénégal. Bon, en tout cas, au niveau de la vie de tous les jours et au niveau du comportement des gens, ce sont deux pays qui sont très similaires. Voilà. Donc, les Béninois sont très courtois, voilà, ce sont des adeptes de la teranga, comme on le dit. Ils sont très courtois, très accueillants, assez ouverts d'esprit. Donc, c'est un pays dans lequel un Sénégalais ou un Malien peut facilement s'établir et y vivre. Donc, maintenant, la surprise que l'on a de ce qu'on vient au Bénin, c'est Oui. vrai que lorsque au Bénin, j'ai des amis, lorsque je leur avais dit, je vais en mission au Bénin, ils se sont presque foutus de ma gueule. Voilà, ils Mhm. se sont presque moqués de moi. Mais pourquoi? Mais Euh, pourquoi? parce que dans la tête des gens, le Bénin, c'est un pays où il y a pas grand-chose, il n'y a Mhm. rien à faire. Ils sont encore Ah dans... bon? Mhm. Voilà, ça c'est dans la tête des gens, que ce soit Bénin, Mali, Guinée. Voilà, j'en profite pour revenir sur la formation. Là, je parle aux étudiants. Donc, les étudiants aujourd'hui sénégalais qui font des systèmes d'information, qui sont dans les SI, qui ne trouvent pas forcément du travail au Sénégal. Il faut voyager, il faut bouger, il faut aller au Mali, il faut aller en Guinée, au Bénin. Il y a énormément d'opportunités. Il ne faut pas se figer au Sénégal. Donc, c'était juste une parenthèse. Mais la surprise que j'ai eue, vraiment en arrivant au Bénin, c'est l'ambition. Les ambitions que le pays a, notamment sur tout ce qui est digital, Oui. ce sont de grosses ambitions. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un programme qui s'appelle Smart Groove. Je vais juste citer quelques projets qu'ils ont. Donc, tout ce qui est Allez-y. construction d'un data center national, qui va être un gros data center qui va abriter tout le patrimoine applicatif du gouvernement. On a la mise en place d'une infrastructure PKI. On va avoir une plateforme nationale d'intégration, des portails de e-services pour dématérialiser toutes les procédures administratives, un peu comme Télédac, ce qu'a fait l'ADIE. Donc, il y a énormément de chantiers. Voilà, il y a des chantiers qui arrivent sur les technologies émergentes, l'intelligence artificielle, e-agriculture, e-education. Ils sont un peu en train de tout digitaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, s'ils se donnent les moyens de réussir à livrer tous ces projets-là, je ne dirais pas qu'ils seront la tête de file en Afrique de l'Ouest, mais on ne Mhm. parlera pas de 3 pays en avance sur la transformation digitale en Afrique sans parler du Bénin. Pour taquiner un peu, le Sénégalais Hamadoun Ben Aya est allé au Bénin pour armer Cotonou. Bon, je ne dirais pas pour armer Cotonou. Ah, Bon, j'utiliserai plus le terme pour accompagner parce que ils ont eu là déjà il faut avoir la bonne idée d'aller chercher un architecte d'entreprise pour accompagner sur les projets. Donc c'est déjà quelque chose à féliciter. Donc j'en profite pour féliciter Thierry Awassou que tu connais, notre oui. directeur du projet d'infrastructure, Qui a été le qui premier invité de ces Covitech d'ailleurs. exactement. Donc, il y a eu la bonne idée de proposer un architecte d'entreprise qui va venir un peu chapeauter ces projets-là, notamment le projet de construction d'un data center sur tout ce qui est travail en amont, l'identification des applications et un peu tout le travail en amont qu'il faut faire une fois que le data center sera opérationnel. Ça prouve que
il y a des personnes qui sont compétentes, qui sont prévenantes et qui font les choses exactement dans les règles de l'art. Voilà, donc aujourd'hui, si je me retrouve ici, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont eu cette intelligence de dire qu'on a besoin d'un architecte d'entreprise pour régler telle problématique. Oui, peut-être un dernier mot, Hamadoun Ben Aya, un dernier mot à l'adresse, à l'endroit de l'écosystème, parce qu'on le sait très bien, l'écosystème numérique, qu'il soit sénégalais ou béninois, est devenu un écosystème numérique mondial. Un mot à tous ces grands acteurs qui vous suivent sur ma chaîne. Alors, le dernier mot, je vais plus lancer un message aux jeunes encore, aux jeunes Mhm. comme moi. Je vais lancer un message aux jeunes pour dire qu'il faut toujours s'évertuer à la recherche de la connaissance. Donc, les jeunes aujourd'hui qui sont des étudiants ou des jeunes qui sont aujourd'hui en poste, il faut toujours qu'ils se disent qu'on ne finit pas d'apprendre. Il faut toujours Mhm. qu'ils se mettent à jour sur les nouvelles technologies et qu'ils se forment un peu sur tous les domaines. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message qui me tient à cœur, il faut que les jeunes voyagent. Il faut qu'on enlève ces barrières que l'on a. Je suis sénégalais, je veux bosser au Sénégal. Je suis malien, je veux bosser au Mali. Non, l'Afrique a besoin aujourd'hui de ressources. Il y a énormément de problèmes de compétences, une Oui. pénurie de compétences dans tous ces domaines. Et je ne peux pas concevoir qu'il y ait tous ces jeunes-là qui sortent de nos écoles, qui sont bien formés et qui sont au chômage, alors qu'il y a énormément de besoins dans les pays voisins. Donc, ce que je demande aux étudiants, c'est de se trouver et de se donner le temps, de trouver le temps et de se donner les moyens de voyager et d'aller voir les opportunités qu'il y a ailleurs. L'autre message, Mais comment voyager quand les ressources sont limitées pour beaucoup de gens? Peut-être que je ne suis pas en train de faire de la justification, mais peut-être que la chance que vous avez eue, d'autres ne l'ont pas. effectivement, donc certes, il y a cette notion de moyens qui De peut moyens, bloquer ça. oui. Mais il faut toujours. Pour moi, nous sommes dans un monde où les solutions ne se terminent pas. Les solutions ne finissent pas. Euh, on peut rencontrer, faire à travers des associations, on peut voyager, à travers des événements, essayer de participer à Des partenariats, oui, aussi. partenariats, on peut voyager, venir sur place en une semaine, déposer des CV. On ne sait jamais où est-ce qu'une bonne opportunité peut apparaître. Donc, pour moi, il faut qu'ils se mettent dans ces démarches-là et même postuler, oser postuler sur des postes à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, tous les postes sont sur Internet. Mhm. Euh, Oser postuler sur des postes à l'étranger. Donc, il ne faut pas se fermer. Pour ceux qui en ont les moyens, qu'ils n'hésitent pas. Ceux qui n'ont pas les moyens, qu'ils essaient toujours de trouver des solutions pour pouvoir sortir et aller voir ce qui se fait ailleurs. L'autre message, ça va plus être au niveau de la formation. Oui. Les écoles supérieures de formation du Sénégal doivent se mettre à jour, doivent revoir leurs programmes, proposer des programmes qui sont adéquats et surtout accompagner les étudiants parce que aujourd'hui, c'est inadmissible qu'on parle à un étudiant qui est en Master 2, qui finit, tu lui demandes c'est quoi son métier, il te dit informaticien. Mhm. Informaticien, ça ne veut rien dire de nos jours. C'est Tu peux vague, c'est pas. vague. C'est trop vague. C'est trop vague. Il faut que nos étudiants soient coachés et formés pour qu'ils soient orientés métier, qu'ils pensent métier, qu'ils sachent c'est quoi un SI, c'est quoi un métier, c'est quoi l'impact de tel ou tel métier, quel est le processus d'évolution lorsqu'on commence ingénieur réseau, lorsqu'on commence chef de projet, quel est le processus, les perspectives d'évolution que l'on peut avoir. Donc, ce sont certes des soft skills, d'aucuns pensent que ce sont des détails, mais c'est très important. Ça permet aux étudiants d'avoir la bonne posture, de définir une stratégie pour pouvoir trouver du travail. Et bon, ce sont des détails, mais ce sont des choses qui manquent. Et je demande vraiment aux dirigeants de nos écoles de faire cet effort-là, de revoir le programme et de se rapprocher des gens qui peuvent accompagner et coacher les étudiants pour qu'ils soient opérationnels dès la sortie du cursus scolaire. Dernière question pour vous, l'oiseau voyageur, pour vous, le citoyen du monde. Après Cotonou, c'est quoi la prochaine destination? Alors, après Cotonou, de préférence
Pour moi, c'est le Sénégal. Mhm, Donc, pour l'instant, au Sénégal, je n'ai que des réalisations en termes de formation. mhm. J'aimerais bien, après Cotonou, avoir une mission au Sénégal, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Mais en tout cas, je sais que je vais rester dans la zone parce que là, j'ai assez de demandes. Je vais essayer de voir les projets les plus challengeants, les plus intéressants, et là où je peux avoir vraiment de l'impact. Mais je sais que je vais rester dans la zone Afrique, je ne dirais pas Afrique de l'Ouest, et je donnerai des nouvelles, Inch'Allah, à une prochaine émission que l'on fera ensemble. Avec plaisir. Très jeune, 28 ans, je l'ai dit en début d'émission, mais avec une forte personnalité. On l'a vu et sûrement ceux qui nous regardent peuvent également en attester. On vous qualifie comment quand vous êtes avec, par exemple, les Sénégalais? On vous qualifie de Dodge ou bien? On ne vous dit pas que vous êtes un peu Dodge, que Hamadoun Ben Aya est un peu Dodge, non? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Donc, Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé qu'on vous qualifie comme ça, non? si ça arrive, ça arrive, Mhm. ça arrive. Donc, les gens qui ont une fibre entrepreneuriale comme moi Mhm. euh, sont contents lorsqu'ils voient un peu ce que je fais et ce que j'ose faire à mon âge. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette vision, qui sont encore. Voilà, je ne dis pas que c'est mauvais. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais pour d'autres, un peu qui n'ont pas eu ce parcours-là, qui ne comprennent pas, ça peut leur paraître un peu bizarre. Ou voilà, comme vous dites, ils peuvent me traiter de drogue. Ça ne me dérange pas et ça me motive plus encore à aller de l'avant. En tout cas, merci, hein. Merci infiniment à vous, Hamadoun Ben Aya. Merci Merci. d'avoir été le deuxième invité de cette série d'émissions Covitech qui se passe seulement en ligne et que l'on partage après sur mes différents réseaux sociaux. C'est important que l'écosystème ait sa parole sans aucune restriction, qu'il puisse parler, réagir, commenter ce qui arrive, ce qui nous arrive, mais bien sûr, en tant qu'innovateur, nous ne devons pas croiser les bras en nous disant que ça nous tombe du ciel. Il faut chercher des solutions. On parle beaucoup d'ingénierie et d'autres métiers, c'est très, très important. Alors, on se dit à bientôt pour un autre numéro dans Covitech. On se dit à bientôt. Excusez-moi, avant de Oui. terminer, j'aimerais bien un peu saluer mes mentors, en tout cas mes grands frères qui sont au Mhm. Sénégal, qui m'ont bien accueilli lorsque je suis arrivé et que j'ai voulu me lancer comme entrepreneur. Voilà, je vais parler de M. Abdourad Diagne, qui est le directeur des opérations de Synapsis Consulting, Mohamed Meng de Grand Thornton, Amadou Fall de Elix Technologies, Baïdissi de Atos, Boliba de INW Consulting, voilà, et un peu tout cet écosystème-là qui m'ont bien accueilli, qui m'ont conseillé, avec lesquels je suis toujours en contact et qui m'aident toujours en cas de pépin. Donc, je leur dis merci aussi, grâce à eux aujourd'hui, grâce aux conseils qu'ils m'ont donnés, j'arrive à me développer sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Donc, je ne pouvais pas terminer sans leur rendre un hommage. C'est noté. Merci beaucoup, Hamadoun Ben Aya, Sénégalais diplômé de Subinfo International University en management des systèmes d'information. Vous avez eu votre bac en 2010. Vous avez eu votre bac en 2010 au collège Saldia, vous l'avez dit, à Dakar, avant de rejoindre les classes préparatoires en mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, l'école d'ingénieur ESI-GELEC au collège Sacré-Cœur, avant de rejoindre l'Hexagone, la France, pour finir votre parcours d'ingénieur. Vous possédez 6 ans d'expérience. J'ai beaucoup mis l'accent sur votre jeunesse au cours de cette émission. 6 ans d'expérience dans le domaine du système d'information avec une spécialisation dans l'architecture d'entreprise. Nous en avons parlé, la transformation digitale et la gouvernance de la donnée. Hamadoun, vous avez cependant débuté votre carrière dans l'informatique décisionnelle avant de passer architecte ici, puis architecte d'entreprise. Vous avez travaillé pour de gros cabinets de consulting comme CGI, Capgemini ou Accenture avant de vous lancer
en freelance pour travailler sur le continent africain, le continent, votre continent natal, votre continent, le continent qui vous a vu naître. À ce jour, vous accompagnez le gouvernement béninois. Vous trouvez d'ailleurs à Cotonou, au moment où passe cette vidéo. Vous vous trouvez à Cotonou avec donc une mission pour le gouvernement béninois dans l'élaboration de la stratégie de migration du parc applicatif vers le data center national et sur certains chantiers de transformation digitale. Merci infiniment à vous, Hamadoun Ben Aya, d'avoir été notre invité, le deuxième invité de ce Covitech. J'ai bien dit deuxième et non second parce que, bien sûr, cette série d'émissions ne fait que commencer et elle entend, Inch'Allah, donner la parole à tous les acteurs de l'écosystème qui désirent s'exprimer, donner leur point de vue, partager leurs expériences. Pour moi, c'est très, très important. Merci infiniment d'avoir été notre invité sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux LinkedIn et Facebook. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Ousmane. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.